Merci beaucoup Cyril. Je vais essayer de ne pas être long. C'est toujours difficile de parler en dernier, surtout après une journée aussi riche. Je vais vous parler des sources anationales dans le système de droit international privé de l'Union. On pourrait se demander s'il y a véritablement une place pour ces sources, tant elles sont contestées, voire contestables. Vous verrez, j'oscille entre la fermeture et l'ouverture, un principe de fermeture et de rejet, mais avec des possibilités d'ouverture et donc de tolérance. Alors, qu'est-ce qu'une source anationale ? Eh bien, c'est une source du droit qui n'a pas de source nationale ou internationale. C'est donc une normativité non étatique ou non exclusivement étatique. Je peux donner quelques exemples. Le droit savant, par exemple les principes unidroits ou les principes du droit européen du contrat. Le droit marchand, qui se rapporte au vieux débat sur la lex mercatoria, les principes généraux du droit du commerce international, les usages, et même les usages, on pourrait en faire une catégorie à part. Le droit coutumier, en France par exemple, on a la question de la coutume kanak. On a le droit religieux, et se pose alors en particulier la question de la possibilité de choisir la charia islamique, notamment dans la finance islamique. Nous avons les règles éthiques qui découlent de la responsabilité sociale de l'entreprise, à travers notamment des codes de conduite. Nous avons des accords transnationaux d'entreprise. Ce sont des accords conclus entre des groupes internationaux de sociétés et des syndicats internationaux, essentiellement dans le domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et la question est de savoir s'il existe une lex laboris, ce que Bernard Tessier appelle plus prudemment peut-être la loi sociale internationale. Il y a le droit sportif qui vient des fédérations nationales, internationales, on parle de lex sportiva. Il y a aussi la régulation d'Internet. On a parlé, on n'en parle plus vraiment de lex electronica, mais il y a tout de même des sources qui proviennent du milieu, l'ICANN par exemple, qui est une association privée. On pourrait parler aussi de normativité algorithmique avec l'idée de l'émergence, et le terme n'est pas de moi, d'une smart law, qui est le droit qui se produit et qui est produit dans le domaine de l'usage des algorithmes. Vous voyez, et j'en oublie d'autres, sans doute. Alors, la question est toujours la même, est-ce que c'est du droit, pas du droit ? Je n'entrerai pas dans ces questions-là. On va partir du principe que c'est une forme de droit. Sinon, je n'ai rien à dire. Parce que si on ne considère pas que c'est du droit, mon sujet s'arrête là. Donc, on va dire que c'est du droit et qu'il y a donc une plurinormativité, un pluralisme juridique. Et la question en droit international privé est alors de se demander ce qu'est une loi au sens du conflit de loi. C'est quoi une loi ? Et traditionnellement, on a une vision statocentriste du droit international privé. Fondamentalement, on l'a déjà dit aujourd'hui, le droit international privé est un droit de coordination, mais entre ordres juridiques étatiques. Est-ce que le système de droit international privé de l'Union est plus ouvert aux sources anationales ? Non. Non, dans la mesure où il y a ici, en matière de droit de l'Union européenne, les mêmes logiques, c'est-à-dire les mêmes logiques de coordination entre ordres juridiques étatiques, l'ordre juridique de l'Union européenne étant lui-même une forme d'ordre juridique étatique ou interétatique. Donc, le droit international privé de l'Union n'est ni plus ni moins accueillant que les ordres juridiques étatiques traditionnels, comme l'ordre juridique français. Néanmoins,
en matière de conflit de juridiction, le droit international privé de l'Union fait une place aux usages. Le règlement Bruxelles 1 bis et ses prédécesseurs permet donc de se référer aux usages pour la forme de la clause attributive de juridiction, qui peut être stipulée dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage. Et on sait aussi que la Cour de justice a utilisé les usages et plus particulièrement les Incoterms pour définir, dans un arrêt électrostyle de 2011, le lieu de livraison des marchandises pour les besoins du fort contractuel. Donc il y a quand même une clé d'entrée à travers les usages. Mais je vais recentrer mon débat plutôt sur les conflits de loi et à travers l'idée potentielle d'un choix de loi, parce que la question se pose plutôt sur le terrain du choix de loi, d'un choix de loi et donc en réalité d'un choix de droit qui ne vient pas de l'État ou pas exclusivement de l'État. Et c'est plutôt en matière contractuelle que la question se pose. On pourrait éventuellement trouver d'autres clés d'entrée. Il y a du droit savant aujourd'hui avec le travail sur le cadre commun de référence au-delà du droit des contrats en matière de responsabilité civile, en matière de droit des biens, etc. Donc on pourrait trouver d'autres illustrations, mais je vais essentiellement vous parler du contrat, ce qui ramène le sujet à un vieux serpent de mer du droit international privé, qui est le contrat sans loi. Alors je vais essayer de ne pas enfoncer de portes ouvertes, d'autant plus qu'il y a quelques nouveautés, il y a de nouveaux débats depuis quelques années qui renouvellent un peu les questionnements. Alors qu'en est-il en droit international privé de l'Union ? Il y a un principe de fermeture. Principe de fermeture, on ferme le robinet et on ne raisonne normalement que sur une normativité étatique. Mais il y a des possibilités d'ouverture. Alors je vais aller vite, la fermeture tout de suite. Alors néanmoins, il y avait eu des projets. C'est la fameuse proposition de règlement de 2005 pour la loi applicable aux obligations contractuelles, donc la proposition de règlement Rome 1. Tout le monde sait que cette proposition de 2005 permettait le choix comme loi applicable des principes et règles de droit matériel des contrats reconnus au niveau international ou communautaire. Et la liste qui était donnée, c'était les principes unidroits, les principes du droit européen du contrat ou un éventuel futur instrument communautaire optionnel. Alors, les avantages recherchés, c'était quoi ? Pourquoi, dans cette proposition de 2005, il y avait l'ouverture vers cette normativité non étatique, ce droit souple du contrat ? Deux raisons. Premièrement, c'était renforcer l'autonomie de la volonté des parties, qui est un principe clé de la Convention de Rome selon l'exposé des motifs de la proposition de 2005. Si les parties le veulent, pourquoi les en empêcher ? On ne les oblige pas. C'est une option. Et on sait que dans le droit de l'Union européenne, l'autonomie est un principe fondamental. Au-delà même du contrat, l'autonomie touche maintenant le statut personnel et familial. Donc, faveur pour l'autonomie. Et puis, deuxième raison, alors plus pragmatique, plus stratégique, cette proposition visait à aussi servir de véhicule à un futur instrument optionnel d'origine communautaire qui n'a jamais vu le jour, mais en 2005, on travaillait en parallèle sur un instrument optionnel dans le cadre commun de référence pour éventuellement proposer la possibilité d'opter pour un droit des contrats européens non obligatoire. Et en 2005, il y avait un lien entre les deux, entre le choix d'un droit non étatique, le futur éventuel instrument communautaire, et puis la possibilité de choisir un droit autre qu'étatique. Néanmoins, c'est la fermeture qui a prévalu,
puisqu'en 2008, avec le règlement Rome I, on sait bien que l'article 3 se réfère toujours à la loi, au sens de loi étatique. Alors, quelles sont les raisons qui ont conduit à cet échec de la proposition de 2005 ? On a avancé le caractère non démocratique d'un droit qui ne viendrait pas de l'État. Donc un droit de la base ou un droit non légitime. Bon, je fais une petite parenthèse. En matière de conflit de loi, ça n'a jamais gêné personne que la loi d'une dictature soit désignée compétente par la règle de conflit. Bon. Deuxième raison, l'incomplétude et l'incertitude des instruments proposés, principe unidroit, principe du droit européen du contrat, etc. C'est une raison qui revient habituellement. C'est vrai qu'il n'y a pas de complétude de ces instruments, pour parler des principes unidroits de ce droit savant, il n'y a pas de complétude, c'est-à-dire que toutes les réponses n'y sont pas données. Néanmoins, c'est déjà mieux que la lex mercatoria qu'on a beaucoup critiquée pour son caractère lacunaire. Donc les principes unidroits forment un mini-code des contrats internationaux qui est tout à fait utile et qui, au besoin, peut être complété par une loi étatique. On a aussi invoqué la perte de souveraineté législative que cela engendrerait. Les États perdraient leur souveraineté législative. Oui, mais on n'analyse plus les conflits de loi comme des conflits de souveraineté depuis extrêmement longtemps, et je ne suis pas sûr que ce soit un argument qui tienne. On peut aussi ajouter la crainte de l'arbitraire du juge. Le juge qui utilise des instruments de droit souple, des sources anationales, a priori une plus grande liberté qu'en application d'une loi étatique. Oui, sauf que même en application d'une loi étatique, saisir un juge étatique ou un juge de manière générale, c'est jeter une bouteille à la mer. Le juge a toujours beaucoup de pouvoir et la vraie sécurité dans le contrat, la vraie sécurité, elle est dans la rédaction du contrat lui-même. Alors, qu'est-ce que ça a impliqué, ce rejet, règlement Rome I en 2008, fermeture? Qu'est-ce que ça a impliqué? Quelles sont les traductions? Eh bien, nous en sommes toujours à l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale de 1924 dans l'affaire des emprunts serbes et brésiliens, qui disait « Tout contrat qui n'est pas un contrat entre États, en tant que sujet de droit international, a son fondement dans une loi nationale. » On connaît la jurisprudence anglaise des années 2000 qui a rejeté la possibilité, au titre de la Convention de Rome de 1980, de choisir la charia comme droit applicable. Je ne défends pas la charia, attention, hein, c'est simplement une illustration. Ensuite, en France, on a des arrêts récents. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2017 qui dit que la référence au droit international, c'était comme cela que les parties l'avaient stipulé, ne peut valoir choix d'une loi. Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation, en janvier 2021, nous dit dans un contrat de travail que le contrat ne peut être régi par les statuts de la Ligue des États arabes et son règlement intérieur applicable aux employés des missions à l'étranger. Donc, le statut et le règlement intérieur d'une organisation comme la Ligue des États arabes ne vaut pas loi au sens du conflit de loi. Voilà la fermeture. On en est donc encore, formellement en tout cas dans les textes et dans la jurisprudence, en 1924, arrêt des emprunts serbes et brésiliens, et j'ajouterai pour la France l'arrêt des messageries maritimes de 1950. Alors, quelles sont les ouvertures possibles néanmoins? Délégé lata, délégé ferenda. Pour aller vite, les ouvertures. Délégé lata, il y a l'incorporation. Le considérant numéro 13 du règlement Rome I permet d'incorporer dans le contrat des sources non étatiques, des sources anationales, qui deviennent alors des stipulations contractuelles.
Donc il est toujours possible d'incorporer contractuellement un droit non étatique en le transformant en stipulation contractuelle. C'était sans doute possible dès la Convention de Rome. Maintenant, c'est dit dans un considérant. Alors, le fait que ce soit dans un considérant, dont la force normative est relative, et le fait que ce considérant est rédigé de manière négative, c'est-à-dire, selon le considérant, le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique. N'est pas, on va le concevoir comme ça, la manifestation d'une grande faveur. Effectivement, depuis 2008, il n'y a aucun cas qui s'est présenté devant les tribunaux des pays membres de l'Union sur ce point, en tout cas à ma connaissance. Et la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas été saisie de cette question-là. Alors, les commentateurs du règlement Rome 1 disaient tous en 2008-2009 « il faudra attendre la position de la Cour de justice sur ce point ». Aujourd'hui, elle n'a pas été saisie de cette question-là et il n'est pas dit qu'elle soit saisie demain. Donc il y a l'incorporation, je vais vite, c'est connu, on sait tous ce que c'est. Alors, peut-être plus original, une deuxième méthode, c'est la combinaison. Pourquoi ne pas combiner, plutôt que de les opposer, les sources anationales et les sources nationales? Pourquoi y aurait-il un combat nécessaire, une hostilité, une guerre entre les deux? On peut imaginer des clauses de combinaison, avec la possibilité de faire référence, par exemple, au principe unidroit, et en cas de lacune, à telle loi. On retombe dans l'incorporation, c'est-à-dire que la référence au principe unidroit n'est qu'une incorporation contractuelle, mais c'est déjà ça. Ou bien choisir une loi nationale en ce qu'elle est compatible avec les principes unidroits. En tout cas, permettre la combinaison des deux. Et puis, autre point, que penser d'une clause qui dirait que le présent contrat est soumis aux principes communs de la loi allemande et de la loi française? Est-ce que c'est ici du droit non étatique, des sources anationales? Non, c'est du droit national, mais combiné. Les principes communs. Alors, je ne dis pas que cette clause, elle est fréquente, mais elle est possible. Et c'est quoi ça? C'est des principes généraux tirés du droit comparé de deux lois nationales. Est-ce que l'on pourrait aussi choisir un droit disparu? Par exemple, la loi française, telle qu'elle était avant la réforme de février 2016 sur le droit des contrats. Ben oui, sous réserve de l'ordre public. Mais là, c'est bien une loi étatique, mais ancienne. Donc en réalité, ici, on voit bien qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux parties, et j'irai plus loin encore sur la combinaison. On pourrait aussi imaginer qu'une clause oblige le juge national à appliquer la loi choisie dans un contexte international. C'est-à-dire que le juge serait alors obligé d'interpréter la loi et d'appliquer la loi choisie, non pas, si c'est la loi française, de manière franco-française, mais en référence aux pratiques habituellement suivies dans le commerce international, en référence aux usages du commerce international. Et on pourrait aller même plus loin, et c'est la proposition que je vous fais. Lorsque un juge national applique une loi nationale dans un contexte international, doit-il l'appliquer de la même manière que dans un contexte interne? C'est-à-dire qu'en droit international privé, on s'intéresse à la désignation de la loi applicable, règle de conflit. On s'intéresse au statut de la loi étrangère, mais on ne s'intéresse absolument pas à l'application de la loi du fort. C'est-à-dire on estime que le problème est résolu.
Ne doit-on pas s'intéresser à la manière dont un juge national applique une loi nationale, y compris et principalement la sienne, à des questions internationales? Il y a les règles matérielles. Le juge national forge des règles matérielles appropriées à la matière internationale. Mais on pourrait imaginer que le juge national soit conduit à ne pas appliquer tout à fait de la même manière une loi nationale, y compris et principalement la sienne, dans un contexte international que dans un contexte interne. Donc le juge national s'internationaliserait. Et cela est tout à fait cohérent avec la création des chambres internationales devant les tribunaux, devant la Cour d'appel de Paris notamment. On met en place une procédure propre. Pourquoi n'y aurait-il pas de répercussions sur la manière d'appliquer le droit applicable au fond? Point d'interrogation. Délégué Ferranda, je vais vite. Il y a des modèles, l'arbitrage, mais j'exclus l'arbitrage permettant cela. La Convention de Mexico de 1994, qui est le pendant de la Convention de Rome en Amérique du Sud, et qui permet l'application de sources nationales. Les principes de l'AE de 2015 sur la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux, c'est du droit souple, mais l'article 3 permet le choix d'un droit anational, ce qui a donné lieu à une discussion vive, on va dire, entre Geneviève Sommier et Peter Mankowski, comme quoi, vous voyez, le sujet n'est pas clos, le débat n'est pas clos. Donc il y a des modèles, c'est faisable. Quelles sont enfin donc les voies d'évolution? La possibilité de choisir un droit national, particulièrement en matière de contrat, ne changerait pas la face du monde. On est d'accord. D'autant plus qu'en observant la pratique en matière d'arbitrage, on voit bien que même en matière d'arbitrage où c'est expressément permis, les parties ne se précipitent pas pour choisir la lex mercatoriale, les principes unidroits, etc., etc. Alors, ça existe néanmoins, hein, mais c'est marginal. Donc je ne veux pas non plus raconter des histoires en vous disant que ce serait un progrès immense qui transfigurerait la pratique. Néanmoins, à partir du moment où les instruments de droit international privé de l'Union européenne, en particulier Rome I, ont une vocation universelle, c'est-à-dire permettent le choix de n'importe quelle loi et l'application de n'importe quelle loi au monde, y compris au-delà de l'Union européenne. On peut tomber sur des lois qui ne sont pas très développées, sur des ordres juridiques étatiques qui n'ont pas un stade de complétude et de perfectionnement extraordinaire. La loi de micro-État, la loi d'État qui n'ont pas le stade de développement, et ça sans mépris ni condescendance, c'est la réalité que l'on a en Europe. Et pourtant, on permet le choix de la loi de l'État X. Exemple, en matière de franchise, vous connaissez la franchise Subway, hein, les sandwichs. Dans les contrats, à quoi on renvoie comme loi? La loi du Liechtenstein, que je ne connais pas. Mais je me doute bien qu'elle n'a pas le même degré de perfectionnement que la loi d'État, comme la France ou la Belgique. Pourquoi, dans ces conditions, empêcher l'application, si les parties le veulent, d'un droit non étatique de source anationale? Peut-être y a-t-il de la pudeur, les États ne voulant pas avouer perdre le monopole qu'ils estiment avoir de la production normative. Mais si l'on raisonne, et ce sera ma conclusion, sur une logique d'autonomie de la volonté, eh bien, pourquoi ne pas pousser cette autonomie jusqu'au bout, en permettant aux parties, si elles le veulent, dans des cas marginaux, on est d'accord, de choisir un droit non étatique, mais attention, sous réserve de l'ordre public et des lois de police.
Si bien que, pour terminer, les deux pôles qui me semblent importants par rapport à ce sujet sont des pôles opposés mais complémentaires. D'une part, l'autonomie, que l'on a, à mon avis, que l'on n'aurait aucun mal à pousser jusqu'au bout, jusqu'à permettre un choix de loi de droit non national. Et puis, de l'autre côté, il y a l'ordre public et en particulier les lois de police, qui sont le contrepoids nécessaire. Et si aujourd'hui, en jurisprudence, on a une multiplication des lois de police, c'est justement parce que les juges ressentent la nécessité de poser des barrières à l'autonomie. Et ça ne veut pas dire que je défendrai devant vous un libéralisme total, un ultralibéralisme. Non. Il y a toujours les lois de police, et plus il y en a, et mieux c'est. Je vous remercie.